Plaisir de vous retrouver comme tous les matins pour cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous êtes à Bokeh, vous êtes à Kindia, vous êtes du côté de Zérékoré. Vous nous écoutez là dans ces localités en bande FM sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent également aussi sur les réseaux. Vous êtes sur X, vous êtes sur YouTube, vous êtes également aussi sur d'autres réseaux. Merci à Sola Média qui relaie cette émission d'ailleurs de ce côté, mesdames et messieurs. Et je le dis, répétez encore plusieurs fois. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Là, vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, ça se passe également aussi sur YouTube. Et vous vous abonnez avec la cloche sur nos différents sujets. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir des exclusivités dans ce sens. On parlera politique dans notre émission ce matin. On s'intéressera aux vrais gens. La justice nous intéresse ce matin. Et puis, que dire, évidemment, des marchés de change. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec l'équipe des GG. Les GG, c'est parti jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Jacques Léoua. Léno, Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité. On a vu hier du côté de Cancan, non seulement avec ces arrestations, puis, que dire du côté de Kagbélé, où les jeunes qui font la loi, mon cher Jacques Léoua Léno. Oui, d'abord, on va commencer par Cancan. Cancan, ouais. Il s'agit donc de bandits, je crois. On parlait de 3 bandits armés qui opéraient donc dans la zone et leurs complices qui ont été arrêtés. Ce qui paraît important dans le film qui a été raconté par les médias sur place. Il s'agit bien entendu de complices au sein de la police. Ce qui confirme, ce qui confirme tout ce qui a été dit par le passé, et tout ce qui a été dit dans nos différents commentaires ici. Il y a toujours la complicité des agents en uniforme. Et c'est ce qui encourage le banditisme dans certaines zones, même ici à Conakry. Parce qu'on sait que ce soit les armes, que ce soit parfois les tenues, puisque certains les arborent souvent pour aller opérer, ils ne peuvent les obtenir, ces bandits, qu'auprès des gens qui ont accès à ces armes-là. Ce sont soit des policiers, des gendarmes ou des militaires. Surtout le policier complice, en tout cas, ce que j'ai vu hier, lui, comme il peut passer inaperçu, donc c'est lui qui, gardait un petit peu les armes. Qui gardait les armes. Donc il peut les sortir. Justement. Clandestinement. Voilà. Il est oui, on est en train de parler de Cancan. Oui, c'est pas un policier. Hein. C'est pas un policier. C'est un adjudant-chef. C'est pas un policier, il est de l'armée. Il est de l'armée. Justement. Certains militaires. Voilà, justement. Parce que quand on parle d'adjudant-chef, c'est au niveau de la gendarmerie et de l'armée. Justement, les premières infos d'ailleurs qu'on a. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Il faut venir à l'heure quand même. On respecte les auditeurs et les téléspectateurs. Non, j'ai avec le procureur. C'est cela. J'ai parlé avec le procureur. Je parlais aussi avec la présidente. Bonjour. Bonjour Mohamed Ali, bienvenue. Voilà. Ça vous apprendra. Voilà. Moi je respecte les auditeurs. Alors, les premières infos qu'on a eues et jusqu'à vérification et établissement de la vérité sur cette information, c'est que ce jeune qui est militaire serait le jeune frère d'un ancien Comazone. Donc il a intégré commandant de la zone militaire. Il a intégré l'armée et voilà. Et voilà, il s'est retrouvé là. Mais avec ce qu'il fait déjà avec ce gang qui est dispatché entre Cancan, Sigiri et Mandiana, donc il leur fournit des munitions et des armes pour des opérations. Vous savez, la dernière fois quand on parlait d'un peu de complicité ici, je vous ai rappelé un cas qui s'est passé au niveau de Kabitaya. C'était un jeune gendarme, je crois, à l'époque Marji-chef, et qui prêtait son arme. Une arme qu'il a reçue pas par dotation, mais on ne sait comment il a reçu, mais c'est lui qui l'avait d'abord. C'était pour son arme, donc il passait son arme à ses amis qui partaient opérer. Donc c'est la même chose également du côté de Cancan, mais il y avait un d'entre eux qui était jusqu'à Kintinya, qui était à Kintinya.
c'est lui qui gardait. Après les opérations, il faisait le retour, le retrait pour aller garder là les armes. Et lorsqu'ils doivent aller en opération, ils revenaient encore prendre les armes. S'ils sont en manque de munitions, le fournisseur envoyait les munitions, et s'ils ont besoin d'autres armes, pour aller encore sur le terrain. Wow. Comme pour dire que si on doit... société organisée de mafia, en fait. De mafia bien organisée. Ouais. Vous savez, on n'en parle pas assez, mais sincèrement, je pense qu'il faut tirer chapeau quand même à la police qui a mené cette opération, parce qu'on ne le dit pas souvent, mon cher ami, hein, c'est très important. On sait que cette police, elle est pourrie, on sait qu'il y a des ripoux, mais pour une fois, il faut les féliciter. Mais il faut aussi féliciter la population. Il faut élargir ça. Voilà, il faut... Quoique... Non, aujourd'hui à Kankan... On veut dire que les pourris ne sont pas seulement au sein de la police. Mais c'est ce que je dis justement. Non, évidemment. Même avec les gendarmes, évidemment. Pour le cas de Kankan... Les militaires aussi. Pour le cas de Kankan, vous savez, nous-mêmes, on l'a souvent dit ici, on dit les policiers ne peuvent pas à eux seuls avoir toutes les informations. C'est la population. Je crois le directeur régional de la police, M. Touré, Kader, il a remercié cette collaboration de la population, parce qu'il y a eu des populations qui ont signalé leur présence et leur mouvement. Voilà comment ils ont entendu une vraie coopération. Voilà, une vraie coopération. Parce que si on peine encore à mettre en place la police de proximité et avoir des personnes qui soient intégrées dans la société pour filer des personnes qui viennent et dont on ne connaît pas les activités ou les identités. Et aujourd'hui, la population doit collaborer, parce que ce sont des personnes qui ne vivent pas dans des enclos en dehors des quartiers. Ils sont logés, ils ont des bailleurs, ils ont des voisins. On sait, ils ne vont pas au bureau le matin, comme Jacques sort le matin, il vient pour rentrer la nuit. Et il sort, mais il a quand même un train de vie qui donne à douter. Et c'est à la population de voir cette action, ce mode de vie qu'il est en train de mener. Il ne l'accuse pas directement pour dire qu'il est dans telle activité, mais c'est d'attirer l'attention des services de sécurité sur le mode de vie d'un certain nombre de citoyens dans les quartiers. Là, on peut les filer, savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils sortent, comment ils rentrent, et quelles sont leurs relations. Mais si la population se permet de le faire par moment, il faut bien aussi que leur sécurité soit garantie. Que leur identité soit cachée. Parce que moi, je ne peux pas, par exemple, déclarer quelqu'un pour dire que, signaler la présence de quelqu'un dans mon quartier, et après, on vient derrière dire que c'est Daouda Mohamed qui nous a dit que tu habitais là, donc il ne savait pas ce que tu faisais. Ça, moi, je deviens la nouvelle cible du bandit. Donc, vous ne pouvez pas inviter à la collaboration des citoyens sans passer par la protection également, par la sécurisation aussi de ces citoyens qui vous font des signalements. Alors, une dernière chose quand même là-dessus, parce qu'on est en train de parler de complicité des hommes en uniforme. Et là, du côté de Kankan, on confirme donc que c'est un militaire, et qui plus est un parent proche de quelqu'un qui a dirigé l'armée dans la région de Kankan. Ce qui veut donc dire que la complicité est à un niveau très élevé. Il va falloir quand même se donner beaucoup plus de volonté. Cet agent-là est bien arrêté, mais il faut dire que derrière, il y a peut-être un réseau qu'on ne maîtrise pas encore. Dans notre pays, depuis en tout cas les années 2000, après tout ce qu'on a entendu comme discours, et puis très récemment, bon, quand je parle de très récemment, c'est la décennie d'Alpha Condé avec l'ancien gouverneur Sékou Resco qui proposait la récupération, n'est-ce pas, des armes qui ne sont pas identifiées, qui se retrouveraient, n'est-ce pas, dans les mains des citoyens. À part ça, il n'y a pas une opération dirigé par l'État avec les moyens qui vont avec pour, n'est-ce pas, démilitariser, n'est-ce pas, des zones, pour retirer des armes dans les mains des gens qui ne doivent pas les détenir. Parce que nous sommes quand même dans un pays où le port d'armes n'est pas autorisé, à part bien entendu les fusils de chasse, pour lesquels il faut aussi avoir une autorisation. Donc tous ceux qui détiennent des armes de guerre avec eux, c'est illégal. C'est illégal, à part bien entendu les militaires qui en ont l'autorisation, parce que même des gendarmes, certains corps en tout cas, on ne vous donne pas l'arme pour entrer avec dans votre quartier. Donc si vous devez sortir pour aller sur un champ de maintien d'ordre,
Si vous êtes il vous est permis d'avoir une arme, on vous la donne et là c'est signalé. Mais quand on voit un gendarme, des militaires de certaines catégories entrer avec des armes dans les quartiers, c'est déjà un problème. Il va falloir donc aller au-delà de ces, si vous voulez, c'est pas moi, de la lutte après, de faire le médecin après la mort. Il doit y avoir une lutte en amont. Je vois. Voilà. Mais une vraie opération dans ce sens-là. Une vraie opération voilà. Je comprends très bien. Les retraités, les militaires à la retraite, il leur a demandé, lorsque vous êtes mis à la retraite, votre arsenal, vous devez le retourner. Mais beaucoup partent aujourd'hui avec des arsenals qui ne sont pas... Il peut y avoir même des accidents domestiques, hein, mon cher. Domestiques, c'est arrivé à Beila, c'est arrivé à Kisudougou, c'est arrivé dans plusieurs villes où les enfants prennent l'arme ou la grenade même de leur papa et ils jouent avec, et puis voilà, il y a le drame qui suit. Ouais, justement. Allez, Mohamed Ali, on va continuer là-dessus avec, je vais dire, ces jeunes aussi hein, qui font la loi du côté des Kagbélé, les 250 microbes, hein, c'est le groupe, ça s'appelle comme ça, du côté de Kagbélé. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour. Kagbélé même, c'est loin. Hier, c'était à Demoudoula, il faut le rappeler. Mais avant ça, c'était dans les écoles. La dernière fois, nous, on a eu le responsable de l'éthique et de l'éducation civique du côté du département dans l'émission PEP, parce que l'éducation est une priorité. Le monsieur a nié le retour des clans dans les écoles et aujourd'hui dans les quartiers, mais c'est vrai. Il y a un jeune du côté d'Amdallah pour s'être interposé entre deux clans qui se battaient à l'école. Aujourd'hui, il est menacé par tous les deux camps. Il ne va pas à l'école parce qu'il a peur de se faire attaquer par ceux-là. Deuxièmement, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes aujourd'hui dans les quartiers. Mais comment prendre cette violence? Couteau. Non, mais ce n'est pas rare de voir aujourd'hui des jeunes en train de marcher avec des couteaux. Parfois même avec des armes à feu. Où est-ce qu'ils les trouvent? On ne le sait pas. Mais j'aimerais d'abord chuter, j'aimerais aussi chuter, plutôt commencer là où Daouda a chuté, concernant justement cette collaboration du côté de Kankan, cette arrestation du côté de Kankan. Parce qu'on en a parlé ici, Lamine. C'est vrai que les services de sécurité doivent collaborer effectivement avec les populations. Donc les populations doivent être disposées à collaborer avec les services de sécurité. Mais cette collaboration doit être facilitée surtout par la justice. Il faut que la justice, elle, soit forte, que les prisons soient sécurisées. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement vrai. Moi, je ne peux signaler un bandit dans mon quartier lorsque je sais que 2 jours, il pourra venir réhabiter avec moi et que je devrais bénéficier de sa clémence pour continuer à vivre là où je suis. Parce que tous les matins, il me regarde avec un œil, c'est toi qui m'as dénoncé. Ça ne va pas se faire 2 fois, en fait, en réalité. Et pour cela, il faudrait que la justice garantisse d'abord que, effectivement, lorsque quelqu'un est reconnu coupable et qu'il aille en prison, il y restera au moins pour le temps qu'on l'a condamné. C'est aussi la sécurité des citoyens qui accepteront bien évidemment de collaborer avec les services de sécurité. Parce que ce qui est arrivé à Kankan Lamine, moi j'appelais ça à un moment donné des braquages foutaises pour les services de sécurité, parce que ça se passait en plein jour au nez et aux différentes barbes de tous les services de sécurité, police, militaire et puis gendarmerie. Alors qu'ils étaient équipés, ils ont effectivement tout ce qu'il leur faut pour lutter contre ça. Ça se passait en plein jour et ça se répétait plusieurs fois dans la semaine. Personne n'arrivait quand même à faire quoi que cela soit. Ils ont effectivement des méthodes pour empêcher ce genre de choses, mais on sait que ceux qui le font aussi, sans complicité, ne le feront pas de cette manière. Donc leurs méthodes sont connues par ceux qui viennent le faire et peut-être même facilitées, parfois même tolérées par ceux qui devraient les arrêter. Et ce qui faisait que les violences, les braquages étaient assez multiples du côté de Kankan et de Sigiri. Il faut féliciter quand même les services de sécurité et la police, comme vous voulez le dire, malgré tout ce que Madifing a dit, ce qui n'est pas faux aussi. Qu'il y a des repos au niveau de la police. Oui, forcément, mais ça on le sait. Voilà. Mais, et il faut aussi féliciter les militaires et puis la gendarmerie, parce que la police c'est la ville, mais en dehors c'est peut-être la gendarmerie et ensuite c'est pour la défense, ce sont les militaires. Qu'ils réussissent à faire ça, eh ben, c'est tout bénef. Je souhaiterais que ce soit dans un plan global de sécurisation de notre pays, que nos services de sécurité puissent inspirer confiance justement à ces citoyens et que les citoyens puissent avoir le courage de dénoncer volontairement. Alors, pour revenir maintenant sur cette histoire de clan.
quand vous avez parlé de microbes, ça m'a rappelé... Oui, c'est ça, 250 microbes, c'est le nom du gang. 2 personnes tuées quand même, hein. C'est pas rien là, mon cher ami. Voilà, du côté de Kagbele. C'est pas étonnant. Ça, c'est le syndrome Côte d'Ivoire, ça. C'est ça, c'est grave. Oui, ça me rappelle la Côte d'Ivoire parce que quelqu'un même a fait un film là-dessus, voir comment il opérait. Maintenant, pour moi, que cela arrive jusqu'en Guinée et que dans ce quartier de Kagbeleng, des jeunes se font appeler 250 microbes et fassent la loi alors qu'il y a des services de sécurité, pour moi, encore une fois, c'est un symbole de la dégringolade de notre système de sécurité, si je peux dire ça comme ça. C'est à la rigueur, pour moi, un échec pour tous ceux qui sont chargés de la sécurité. Ça va au-delà de la sécurité. Bien sûr. C'est plus profond. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, Jacques Lévalino. Pour moi, c'est d'abord la sécurité. À mon avis, il y a quoi d'autre à part la sécurité? La sécurité, c'est pour maintenir l'ordre et puis éviter évidemment que oui, pour prévenir aussi. Mais lorsqu'on vient à avoir des gangs, je crois qu'il ne faut pas voir le problème seulement côté sécurité, c'est-à-dire côté police et gendarmerie. Alors, ça veut dire évidemment... De quel autre point de vue? Justement. La criminalité, c'est d'abord, ça part d'abord de la délinquance. Donc, qui peut commencer, si vous voulez, à milieu scolaire, qui peut aussi naître des bas quartiers, donc problème d'éducation, et qui va grossir progressivement pour, évidemment, être à un moment donné ingérable, sauf l'intervention de la police et de la gendarmerie. Justement, parce que ce qui est inquiétant aussi, mon cher Diba, c'est l'âge. Ils ont 15 ans, je le rappelle, moins de 25 ans, il faut le rappeler. Alors, moi, je quittais hier Koya. Je suis arrivé dans cette zone aux environs de, je crois, de 20 heures. J'étais obligé de rebrousser chemin, prendre l'autoroute. Et ce n'est pas une première. C'est devenu aujourd'hui une habitude. À chaque fois que vous venez vers le soir dans cette zone, vous trouvez quasiment c'est bloqué, les gens ne peuvent plus circuler, il y a des manifestations. Donc j'étais obligé de retourner. Et entre-temps, je me suis garé pour échanger avec certains badauds qui m'ont dit comme quoi que c'est le gang 250 qui est en train de s'aimer. C'est ça, 250 microbes. 250 microbes qui est en train de s'aimer des troubles. Et tout. Alors, tout serait parti d'une kermesse. Voilà, tout serait parti d'une kermesse, puisque c'est l'information que j'avais eue. Vous savez, ce gang-là a été créé pendant les vacances. D'accord. Pendant les vacances, tout est parti de là. Ils ont créé 250 microbes. Et ensuite, lorsqu'ils créent des gangs, ils ont un leader. Ils ont un leader. Le leader, pour eux, il a quand même une figure un peu tutélaire. C'est comme si c'était leur père. Et ils obéissent au doigt et à l'œil. Et ils sont très bien organisés avec des bases dans les différents quartiers. Donc, c'est de la base au sommet. Et donc, pendant les vacances, ils créent l'entité. Et ensuite, depuis, les citoyens n'ont plus de tranquillité. Lorsqu'il y a des fêtes, des kermesses, ils viennent, ils ne sont même pas invités. Lorsque vous ne les invitez pas, ils viennent, c'est des jets de pierre, c'est des machettes, c'est des armes blanches. Violence gratuite. Violence gratuite. Maintenant, sauf que cette fois-ci, il y a une école qu'on appelle le groupe scolaire Maria Makamara. Il y a eu une kermesse au sein de cet établissement. Donc, ils sont venus, ils ont rencontré les organisateurs en leur demandant un cachet. Un cachet. Voilà, un cachet de 500 000 francs guinéens. Incroyable. Mais donc, oui, parce qu'ils sont forts de quelque chose. Je comprends très bien. Ils s'imposent à vous et vous payez. Et tout de suite, les organisateurs ont dit non, on ne peut pas payer. On ne peut pas payer les 500 000. D'abord, vous n'êtes pas invité, on ne sait pas pourquoi, vous venez d'où. Et donc, en représailles, il y a eu des altercations. Donc, ils sont partis, parce que c'était un petit groupe qui était venu. Ils sont partis appeler les autres. Maintenant, ils sont revenus. Donc, ce qu'on a vu, c'était quand même une mesure disons, de rétorsion. Ils se sont attaqués à tout le monde. Le quartier a fermé. Et c'est des jets de pierre, des bastonnades. Et ça fait quelques jours, les femmes n'arrivent même plus à préparer, les enfants ne vont plus à l'école. Donc c'est entre-temps, il y a eu un motard, malheureusement, qui a été pris à partie et qui a succombé à ses blessures. Ils sont allés réveiller ses parents pour dire votre fils, son corps gît dans une mare de sang sur l'artère principale. Ils sont venus, ils ont trouvé qu'il était couché là. Et malheureusement, ils s'en sont pris à beaucoup de gens et la violence a continué sur des jours. Et chaque fois qu'ils rencontrent un individu, on vous retire votre sac, on vous bastonne, vous êtes copieusement battus. Et les hommes en uniforme viennent jusqu'au niveau des routes principales. Donc des zones interdites en fait. Justement, ils ont du mal quand même ils ont du mal à accéder dans les quartiers. Et alors, ce qui est en train de se passer, vous avez parlé des microbes. Moi, je pense plutôt en Haïti aujourd'hui. Ce sont les gangs
qui règne en maître. C'est vrai. C'est venu des zones de non-droit. L'État est devenu... Il est allé jusqu'à défier même le Premier ministre. En Haïti. Voilà, c'est devenu un État failli. Ouais. Et quand un État devient un État failli, ça veut dire que le pouvoir politique n'a plus son pouvoir. Exact. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, cette zone-là, c'est devenu une tradition. À chaque fois que vous venez à 20h, vous êtes obligé de rebousser chemin. Hier, je me suis dit, mais qu'est-ce que les hommes en uniforme sont en train de faire? Parce que c'est quoi la force publique? La force publique a été créée non seulement pour assurer la sécurité de la majorité des citoyens, mais également de lutter contre la criminalité et le grand banditisme. Exactement. Et ce qui est en train de se passer là, c'est du grand banditisme, c'est de la criminalité. Il n'y a rien de logique et de légitime dans ce qui est en train de se dérouler. C'est devenu une sorte de no man's land, une zone de non-droit où des petits groupes sont en train de régner en maître et de s'aimer la terreur. Et ça, si on ne trouve pas une solution rapidement... Ce qui est dommage aussi, hein, c'est comment dire, l'incompréhension. Je veux dire, on ne communique pas dessus. Je parle du ministère de la Sécurité. C'est juste et pourtant, ici aussi à Demoudoula, c'est la même chose. Vous vous souvenez, dans les années 2000, 2000, sur Amdallah, il y avait Blood Boy. On a connu Blood Boy. On a connu à Dar es Salaam Scorpion Rouge. On a connu Public Défense. Et à Kapororaï, on a connu, c'est vrai que Bunkaya Faya, c'était des artistes. Mais il y avait un prolongement. Moi, j'ai grandi là, l'ami. Je connais un peu ce monde. Non, tu m'apprends beaucoup ce matin. Justement, donc il y a eu Amdallah et Blood Boy. Non, pas du tout. Et ils étaient très organisés. Ils étaient très... Blood Boy, par exemple, c'est allé jusqu'à devenir une entreprise, une agence de production d'artistes, des rappeurs et tout. Donc, Lansana Conté avait compris très tôt qu'il fallait solutionner. Parce que c'était devenu une plaie. C'est ainsi qu'ils ont créé les BAC. Les BAC ont été créés. C'était vraiment une réponse à apporter un peu à ce phénomène. Parce que ceux qui ont fait le lycée équipé, par exemple, souvent il y avait des manifestations, puisque l'école c'était des gangs. D'un côté, vous avez les gens de Kipé d'Adia, les gens de Mola Touréa, vous avez les gens qui quittaient Amdallah, qui quittaient Dar es Salaam, vous avez aussi l'autre groupe qu'on appelait Onassis. Donc c'était quand même des clans et qui étaient organisés, et à un moment donné même qui finalement, à la différence de ce qu'on voit aujourd'hui... l'État est incapable en fait. C'est ce que je comprends ce matin, parce que si ça devient une zone interdite... Justement, ça devient une zone interdite, et malheureusement à l'époque, à un moment donné, ils se sont tellement légitimés que ils avaient eux-mêmes commencé à assurer la sécurité du quartier, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, Amdallah, le banditisme, non, vous ne pouvez pas, parce que Blood Boy était là. Il y avait Garou qui était le leader. Il y avait le Scorpion Rouge. Il y avait Scorpion Rouge à Dar es Salaam. Et un jour, j'étais parti, les shows de la rue, comme on les appelait à l'époque, avec mon grand frère, et tout de suite, c'est parti en cacahuète, des jets de pierre partout. Et c'est ce qui s'est passé au sein de cet établissement. On est en train de revenir avec ces pratiques-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on renforce la sécurité dans cette zone. Et ça commence par quoi? Moi, je suis contre le tout militaire. L'approche qui consiste à dire que pour résoudre ce problème-là, il faut forcément mater, il faut aller attraper les gens. Il faut poser un débat, là, un diagnostic sur cette bande-là. Cette bande-là, il faut poser un diagnostic profond. Se dire, dans les zones où les gangs naissent, tout part d'abord parfois de la précarité, de la démission des parents, mais également de l'État même. De l'État. Parce que l'État n'a pas jeté les bases, il n'y a pas d'infrastructure. Nous, par exemple, pour étudier, il n'y a pas d'école. Nous, pour étudier, on quittait Dar es Salaam pour aller à Bessia. Cela n'explique pas la violence. N'explique pas aussi la violence. On ne va pas légitimer ça. Justement. Et ceux qui étaient à Amdallah, sont obligés de quitter Amdallah et partir étudier au lycée équipé. Il faut aujourd'hui qu'on commence déjà à étudier cette zone-là. Il y a par exemple en France, aujourd'hui, Marseille est réputé comme une ville où il y a de la violence. Ben oui, c'est une autre république. On a vu hier ce qui s'est passé du côté de la France. Justement. Donc aujourd'hui, il y a des ONG, par exemple, des rappeurs, des leaders d'opinion qui viennent de ces zones, qui sont aujourd'hui établis à Paris, qui ont pensé à des zones comment on appelle ça, des zones de solidarité. Ils ont institué des zones de solidarité. Vous venez le matin, vous pouvez manger là. Vous suivez des formations dans plusieurs domaines. Et ensuite, c'est des éducateurs en fait. Justement, des éducateurs. Vous avez des diplômes et après on vous met en coopérative, on vous finance. Et en même temps, on crée des aires de jeu et des établissements pour permettre à ces jeunes-là de s'associer avec les autres, de ne pas avoir peur de ceux qui viennent et qu'ils soient acceptés. Je pense qu'il faut que le ministère de la Jeunesse, qui en principe, dans sa lettre de mission, ça fait partir. Aujourd'hui, on a 2 600 000 jeunes qui sont au chômage en Guinée. Des chiffres officiels. Donc, ça veut dire que cette bande-là aussi, il faut qu'on commence déjà... C'est même des adolescents, j'ai envie de dire. C'est des adolescents, l'ami. C'est des adolescents, justement. Il faut que les chefs de quartier
les chefs secteurs, les familles, puisque c'est le noyau d'abord central, les familles, l'État, puisque l'instruction, c'est l'État qui la donne, et l'éducation, c'est la famille qui la doit. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre les deux noyaux pour que déjà on pose le débat pour dire, bon, dans notre zone là, si on ne fait pas attention, nous-mêmes qui habitons, on risque de déménager. Parce que c'est ce qui a amené certaines familles à quitter ces quartiers à l'époque, de partir vers Kagbélin et autres. Je pense qu'il faut rapidement aller vers ça, ne pas être que dans le tout militaire. Le tout militaire ne peut pas aider, mais aussi il faut des infrastructures, il faut une étude, il faut aussi occuper les gens avant de continuer à les grandes gueules. Et pour finir, Boko Haram, on l'a connu au Nigeria. Mais bien sûr. Pourquoi il a grandi? Il a exploité juste les frustrations. C'est cela, exact. Dans le nord, les jeunes qui étaient au chômage. C'est difficile à dire, hein, mais c'est ça la vérité. C'est ça, les jeunes qui étaient au chômage, les anciens mal payés, ils sont venus les conditionner, les mentalités. C'est ça, faire le lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, ce qu'on appelle, certains psychologues appellent le viol psychique de la population. Après, on les a conditionnés pour dire l'État est contre vous, nous on est délaissés, on n'a pas d'infrastructure, le Nord est abandonné, on n'a pas d'école, pas de santé et rien. Rejoignez-nous pour qu'on puisse quand même apporter une réponse et s'attaquer à tout ce qui est installation et édifices publics. C'est comme ça Boko Haram est parti. Mais bien sûr. Après, ça a pris une connotation. Je pense que c'est un terreau fertile et si on ne le solutionne pas, ça va nous péter tous à la figure. Mais oui, ça a déjà commencé. Hein, justement, et l'État aura du mal à s'imposer dans cette zone. Et je ne le souhaite pas. Il y a une expression qui revient souvent. L'État a le monopole de la violence légitime. Lorsque l'État sent qu'on a une zone qu'on est en train de perdre, la loi vous confère cette responsabilité de faire appel à la force publique pour essayer de mettre aux arrêts ceux qui sont en train de s'aimer cette pagaille dans cette zone. Parce que moi, je suis passé là-bas 3 fois. 2 mois et à chaque fois, je viens. C'est pas rien. C'est pas rien. Et au-delà de ça, c'est un épiphénomène. Malgré une personne qui tombe, c'est toute l'humanité qui est touchée. Mais bien sûr. Mais si on ne fait pas attention, je ne souhaite pas quand même le pire. Parce que chaque soir aujourd'hui, les grandes gueules. Tout le monde se déverse sur l'autoroute et ce n'est pas bien. On est dans un état quand même normal. Normalement. Où on a des entités. Un état normal. Justement. Entre guillemets. Oui. Voilà. Il faut que le pouvoir public fasse ça. En fait, la force publique doit quand même s'imposer à un moment donné. Mais en même temps, je le répète encore, il faut sortir du tout militaire, réfléchir, proposer quelque chose à ces jeunes qui sont dans ces zones-là, investir dans les infrastructures. Ça peut nous aider à trouver une solution définitive à ce qui se passe sur cette zone. Voilà, ce qui est bien dit, hein, mon cher Diba. Milimono Tamba nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Lamine. Et bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Et voilà. Non, j'écoute Diba, je suis totalement d'accord avec la thèse qui refuse le tout militaire sur un phénomène fondamentalement sociologique que l'on connaît. C'est pas nouveau. Mais Lamine, constatons un recul sur la question. Jusqu'à dernièrement, on pensait que les gangs s'étaient passés, parce que c'était un phénomène révolu. Mais nous avons encore une fois la preuve que ça correspond à un phénomène sociologique qui est susceptible d'être recréé, de ressurgir lorsque les conditions s'y prêtent. Nous sommes à ce niveau. Malheureusement, ils ne nous écoutent pas. Et il y a le brouilleur, je l'écoutais en arrivant tout à l'heure, le brouilleur, il continue à brouiller nos fréquences, sauf qu'il n'est pas parfois très efficace, parce qu'il y a des espaces où je vous ai clairement entendu. Et c'est un brouilleur inefficace. La RPT doit le changer. Bien. Voilà. Sinon, il va nous donner des enfants inefficaces dans le brouillage. Ok, Tamba. Donc il faut que la RPT le change. Parle des gangs. Je suis d'accord là. Allez-y, mon grand. Mais vous avez des profils inutiles. Merci, Maman. Mais c'est pas possible. Même vous allez me gifler dans son studio, mais c'est pas possible. Mohamed, s'il te plaît. Il y a une gang. Je comprends très bien. Il y a une forme de gang technologique qui était même basse sur les ondes des gens. Non. Parlons des microbes. D'accord, Mohamed, bien. Moi, je ne dirais pas parlons des microbes. Parlons des microbes. Mohamed, je ne sais même pas qui a happé. Je parle après toi, mais je ne sais pas qui a happé nos fréquences. C'est un malfrat. Allez-y. Qui ne sait même pas faire son travail. Peut-être lui. Est-ce que c'est pas lui, peut-être le chef de l'autre gang, la Microbe 251? On ne sait pas. Moi, je dis encore une fois, lui, il faut le remplacer. C'est-à-dire que vous avez un pays. Le pays est en train de se déchirer avec ce type de phénomène très sérieux. On ne sait pas, c'est-à-dire que on pense que c'est loin. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça, pour nous dire que ce phénomène est susceptible de résurgence et d'aggravation. Ce que Diba nous décrit, c'est à dormir debout, mais bien sûr. Ce qu'il nous décrit.
Et vous savez, la réalité... Des adolescents. La réalité haïtienne, Lamine. Ouais. La réalité haïtienne, on la voit de trop loin. Exact. On pense que ça ne peut pas nous arriver. Et pendant ce temps, vous avez un profil totalement inutile pour la République, dont le métier, dont la vie, dont l'essence existentielle, c'est brouiller des fréquences qui peuvent sauver le pays. Vous voyez à quel niveau on a... Je le dis parfois en riant, mais un homme... Toi, ta vie, Dieu t'a donné un souffle de vie. Tamba. Il a fait de toi un être vivant. On t'a envoyé à l'école. Tes parents t'ont envoyé à l'école. Et toi, tu fais de toute ton existence. Hein? Et de l'héritage même que tu vas laisser à tes enfants, brouiller les fréquences des gens. Bon, je vais te donner le numéro de la personne qui nous brouille les fréquences tous les matins. Oui, voilà. Je vais lui... Je le donne, je l'appelle et moi je rends public son identité. Donc, non, mais tout le monde le connaît. De toute façon, c'est simplement malheureux. Voilà, c'est lui en fait. Voilà. C'est tellement malheureux. Bien. C'est tellement malheureux. Mais bien sûr, c'est le DG de Radiocom, mon cher ami. Voilà. Allez-y, Tamba. C'est tellement malheureux que lui, il résume sa vie à commettre ce type de dommages. Il pense que c'est à nous. Alors que l'État doit entendre ce que nous disons là. Je reviens sur ce phénomène. C'est un vieux phénomène, l'ami. C'est un vieux phénomène connu. Et moi, j'ai des amis. J'ai un ami, vous connaissez, par exemple, je crois que c'est Billo, du FNDC. Écoutez, Lamine, son thème de mémoire portait sur cela. Les gangs, je crois que c'était Hamdalaï, à l'époque, son mémoire a porté là-dessus. Un très bon mémoire qui existe. Avant lui, il y a toute une documentation sur le phénomène des gangs là-bas. Le gangstérisme est donc suffisamment documenté en Guinée. Tout ce qui nous reste, c'est exploiter. Tout ce qui nous reste, c'est exploiter la documentation existante. On n'a pas besoin, peut-être mettre à jour quelques informations. Les grandes gueules. Mais le profil, parce que je notais ces éléments tout à l'heure. Le profil de ces jeunes. Alors, ce livre-là qui date de 11 ans, je vous ai souvent parlé de ce bouquin. Il est de Joshua Phillips, un jeune comment il s'appelle, allemand, que j'ai même rencontré ici pendant qu'il menait ses recherches, et même à l'apparition de son livre, Radio Espace avait couvert ça. Voici un livre, par exemple, c'était sa thèse de master. Mais il en a fait un joli ouvrage. Je vous ferai tout à l'heure un condensé. Vous allez comprendre. Il y a des études, je suis d'accord avec toi. Même à la fac de sociologie de Symphonia, il y a des études. Il y a des études. Ils ne veulent pas s'en servir. Mais c'est là que je veux... C'est le tout militaire. C'est là que je veux... Alors, je voudrais donc revenir là-dessus. Il y a de la documentation suffisamment autour du phénomène. C'est un phénomène connu, c'est un phénomène démystifié. On le connaît, le profil de ces jeunes est connu. Leurs histoires de vie. Parce que j'aime quelque chose dans les approches, dans la démarche sociologique. C'est par exemple l'étude des histoires de vie, Lamine. Il y a des mémoires qui sont bâties sur ça. Pour connaître quelle est l'histoire de ces acteurs-là. Est-ce qu'ils ont été, entre guillemets, enfin, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Est-ce que ils proviennent de familles monoparentales? Est-ce qu'ils proviennent de familles où il n'y a pas eu de tout d'autorité parentale? Il y a tous ces phénomènes qui existent. Et derrière, Lamine, on va plus loin. Le mode d'organisation des gangs est connu en Guinée et en dehors. Le mode de fonctionnement est connu et en dehors. Les lieux d'implantation également sont connus. Mais comment comprendre justement, je veux dire, l'âge, je veux dire, c'est prématuré quand même, 15 ans. Lamine, ça c'est toujours comme ça. C'est pourquoi je dis... Les microbes à Abidjan, c'était encore plus jeune que ça. Là, c'était avant 10 ans. Lamine, c'est connu que c'est des jeunes, c'est vraiment des ados qui se retrouvent dans la rue, c'est connu, c'est pas nouveau. Et on n'aurait jamais dû assister à un retour en force de ces gangs-là. Parce que là-bas, le ministère de la Sécurité aurait dû s'organiser pour exploiter ces études-là et trouver une approche, parce que chacune des études sociologiques propose des solutions, propose des voies pour endiguer le phénomène. Qu'est-ce qu'on en a fait? Bon, qu'on aille simplement les réveiller, ces études, et puis qu'on les lise. Eux-mêmes sont documentés pour ça, ils peuvent exploiter tout ça. Malheureusement, Lamine, en Guinée, on a en horreur l'intelligence. On n'aime pas l'intelligence. On est militaire dans la tête et dans l'action. Sinon, simplement, il aurait fallu lire ça. Aller s'approprier de ces connaissances et des cheminements qui ont été tracés dans les livres pour nous permettre d'aller plus loin. Bien. Lamine, le phénomène pour avancer un peu plus loin,
ce qui m'inquiète, ce n'est pas une simple forme de délinquance. C'est une forme de délinquance organisée. Un gang, ça correspond à une forme de société. Vous savez, en sociologie, il y a 3 niveaux de société qu'on présente souvent. La société de caste. Quand tu nais de caste, Lamine, si tu es né, par exemple, esclave, tu vas naître esclave, tu vas grandir esclave, tu vas mourir esclave. Tes enfants ne pourront jamais prétendre à se marier en dehors de ta caste. Je vois, et ça existe encore. Parce que tu es, par exemple, les castes les plus connues, c'est en Inde, là-bas on parle des intouchables, ce que l'on sait. Mais même dans nos sociétés, oui, bien sûr. Même dans notre société, il y en a. Ouais, j'entends ça. Alors, tu nais donc, d'une caste, tu grandis dedans, toute ta vie est menée comme étant membre de cette caste, sans possibilité pour toi d'en sortir. Ensuite, il y a les classes. Notre société est une société de classes. Les classes sociales, il y a toujours la possibilité de naître par le bas et d'arriver au sommet. Le meilleur exemple chez nous, c'est les footballeurs. Le meilleur exemple chez nous, c'est les hommes d'affaires. En travaillant et en mettant à profit ses capacités et ses opportunités, il est possible de partir du bas pour le sommet. Doumbouya était bien militaire. Aujourd'hui, c'est le président. Vous savez, il y a toutes ces possibilités parce que, justement, vous êtes dans une société organisée en classe. Mais les gangs me paraissent appartenir à une société de hordes. Et tu as raison de le dire. Les hordes sont caractérisées par la possibilité de quitter d'une classe, d'un niveau, pour un autre, à une seule condition. Si tu as fait preuve de bravoure. Les jeunes là sont dedans et c'est ça la dangerosité du phénomène des gangs. Ils vont s'émuler. Il y aura une sorte de concurrence entre eux pour montrer lequel d'entre eux a le plus de couilles. Pardon d'avoir dit ça. Les grandes gueules. Moi-même, c'est sorti. Voilà. Donc, bien, oui. Donc, c'est entre eux que ça va se faire. Phénomène Mohamed Ali, la contagiosité. Il est à côté de moi, avancé, mon petit. Mais c'est pas là-dessus. C'est passé. Oui, voilà. Ça a glissé. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. C'est ça. Voilà. Et chacun peut péter un jour. C'est ça. Et bien sûr. Donc, pour aller plus loin. Je vais t'aider. En fait, c'est pour démontrer qui a plus de couilles. Exactement. Voilà. Donc, ça fait les 2. grandes gueules. Mara, tu peux nous accompagner. N'oubliez pas que je suis le censeur quand même de cette émission. Si vous êtes convoqué, et toi et Lamine, je suis obligé, en tant que directeur de médias, de vous accompagner là-bas. Mais tu imagines moi en train d'assister Lamine Guérassi devant la haute autorité de la communication. On a déjà eu une expérience, il n'est pas prêt à rééditer celle-là. Voilà. Si, voilà. J'adore ça. Hein? On a changé le président de séance avant la fin de la séance. Oui, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est ce qui va faire que si on ne prend pas très vite ce phénomène à bras le corps, ça va s'aggraver. C'est une démonstration de virilité, en fait. De virilité. Et ça va être comme ça. Et yo, moi, je peux retirer ça devant tout le monde. Et il le fait. Et plus il devient dangereux, plus il est respecté, plus il monte au sein du groupe. C'est ça, les sociétés de horde, où il faut de la bravoure, il faut montrer que tu es homme. Et tu avances de cette façon. Lamine, je termine avec une organisation qui avait très efficace à l'époque. Les centres d'écoute. Les centres d'écoute, c'est COJ, de jeunesse. Ok. Voilà, les centres d'écoute, un peu de conseil et d'orientation des jeunes. Je comprends très bien. Les CECOJ. Djiba est revenu là-dessus. C'est un petit peu comme les éducateurs, en fait. C'était un très bon... Cela. Les psys. Les CECOJ, par exemple, ça a été un bon projet. Un bon projet. Justement, et puis il y avait les pères éducateurs. Donc je pose la question. Aujourd'hui encore, il y a des pères éducateurs avec les ONG en particulier. Le département de l'action sociale, ça vous savez ce que j'en pense. Et bon... Donc, que faut-il craindre aujourd'hui? Que faut-il craindre aujourd'hui, mon cher Tamba? Parce que tu as parlé tout à l'heure du cas Haïti, c'est très important. On a vu quand même cette défiance où on a demandé carrément au Premier ministre de partir. Et ça a suivi ce que ça a suivi. Lamine, c'est un phénomène contagieux. Mais vous allez voir. La police et la gendarmerie. Justement, oui. C'est un phénomène contagieux. Aujourd'hui, on parle d'eux. Vous allez voir. Je ne vous donne pas un mois. Je ne vous donne pas un mois. Attention. Si rien n'est fait. Mais je vous dis, c'est un phénomène connu déjà. Mais des moulous là déjà. Il y en a déjà. Ça fait 2 nuits que ça ne dort pas. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça va naître ici. Il y a un phénomène de contagion. Partout, ça va naître. Et je vais vous dire, là où c'est dangereux, ne pensez pas que c'est seulement sur l'axe que ça va naître.
ça va naître sur toutes les trajectoires. En réalité, ça existe partout. C'est à l'état dormant. Et ils vont les réveiller. Mara, je vais te dire, il y a vraiment des gangs qui ont été dissous, qui ont arrêté de fonctionner. Ah. Et leurs leaders, par exemple, aujourd'hui, sont des adultes. Non. Mais cette jeune génération est comme si vous voulez, pas nostalgique, mais ils ont observé certainement. Ils en ont entendu parler. Mais c'est un phénomène naturel qui naît lorsque l'État n'est pas présent. Lorsque l'État arrête d'exister, le service social ne leur atteint pas. Les politiques publiques ne les touchent pas. Pendant ce temps, on vous dit, il n'y a plus 6 communes, on est à 12 communes, il n'y a pas de siège, il n'y a pas d'organisation pour venir territorialiser ces programmes publics vers les citoyens. On est mal barré. On est mal barré avec ce phénomène. Et ils vont peut-être brouiller ici, peut-être là-bas encore, ils vont amener l'armée. Mais ce serait tellement, désolé, mais ce serait tellement idiot d'agir violemment là-bas encore, parce que ça ne va qu'exacerber un phénomène qui n'appelle qu'à une seule chose, la compréhension. Les sécoges, je pense qu'il faut les ressusciter. Non, ça existe. Le ministre... Oui, mais ça n'est plus le même fonctionnement. Le fonctionnement a changé. Je vais te donner un exemple. Ça n'est plus le même fonctionnement. C'est confié au... C'est lui qui est responsable des sécoges travail au ministère de la Jeunesse aujourd'hui. Crois-moi, c'est confié aux directions préfectorales. Des jeunesses, aux directions préfectorales et communales. Oui. Mais les directions, j'ai parlé avec un directeur préfectoral il y a 2-3 jours. Lamine. Et il m'expliquait qu'annuellement, ils ont une dotation budgétaire qui arrive en tranche jusqu'à 4 fois. L'an dernier, ils n'ont eu que 2 fois. Première chose. Cette année, au moment où je vous parle, nous sommes au mois de mai, Lamine. Et c'est-à-dire que ça m'a cassé. Au mois de mai, la plupart des directions préfectorales n'ont pas encore de plan d'action pour 2024. Nous sommes en mai 2024. Ça ne s'improvise pas. Il n'y a pas de plan d'action. Ça ne s'improvise pas. Mais c'est grave. Ça ne s'improvise pas, je suis désolé. Il n'y a pas de plan d'action en 2024. Si je peux passer... Non, et finis s'il te plaît, mon cher Ali. Voilà. J'ai fini. Okay. Ce que je vous dis là, c'est juste une expression. Ce que je vous dis là, c'est le plus grave que j'ai entendu en 13 ans. Quoi ça? Lamine, 2024, nous sommes en mai. Il n'y a pas de plan d'action pour 2024. Bien. On navigue même pas. Allez-y, en 30 secondes. On navigue pas. Oui. Voilà, allez-y. Je voulais juste dire je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gangs en Guinée à l'époque, c'était dans les début des années 2000, 2001, 2002, 2003, jusqu'à 2004. En ce moment-là, ressemble fort à ce moment-ci. Je suis en train de dire que les jeunes ont envie de se sentir importants, de se sentir en train de servir à quelque chose. À l'époque, le chômage, comme maintenant là, était endémique. Les gens, forcément, ne partaient pas comme aujourd'hui. Mais la jeunesse n'avait plus d'espoir parce qu'il n'y avait pas de parti politique qui ne servait à quelque chose. La société civile ne servait pas à grand chose. Les syndicalistes étaient ceinturés. On vous dit, c'est pour les travailleurs et pas les autres. Donc l'oisiveté s'emparait des jeunes dans les quartiers. Ils passaient leur journée dans des grottes ou dans des endroits en train soit de fumer, soit en train de fomenter comment servir. À l'absence des leaders eux-mêmes, ils se cherchent. C'est comme ça, c'est le chômage, ceux qui ne réussissent pas à partir. C'est eux qui sont là, l'ami. Si vous avez remarqué, vers les années, tout le monde connaît les Bloudois à Conakry, et qui avait même des démembrements jusqu'à l'intérieur du pays. Toi, tu étais de Bunka Faya, non? Lamine Yandi Diop. Si. Tu étais de Bunka Faya. Ne parle pas de moi. Si. Donc, il était de Bunka Faya. Bunka Faya, c'est un groupe d'artistes. Je sais que c'est un groupe, mais justement, je le sais, Mohamed Ali. Voilà, c'est pas une honte de dire ce matin que tu faisais partie d'un gang. C'est aussi simple que ça. Allez, on revient à 10h. Vous nous écoutez sur Espace, vous nous regardez également aussi sur la même télé. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Guékédou. Vous nous écoutez de ce côté sur Makona FM. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission à suivre. On s'intéressera évidemment à cette arrestation du côté de Kaloum. Et que dire de la justice, des bonnes nouvelles aussi de ce côté. Évidemment, on s'y intéresse. Et puis, Tamba, lui, il s'intéresse à ces beaux. On essaie de comprendre ce matin. Le bureau, en tout cas, exerce sans agrément
On parle de marché de chance ce matin, évidemment, un peu plus tard dans cette émission, les GG. Nous étions avec vous, Mohamed Ali, avec évidemment ces témoignages, c'est très important. Dire évidemment que on a à un moment donné fréquenté ces gangs, ce n'est pas une honte, Mohamed Ali, hein, j'ai envie de dire ce matin, évidemment. Parce que, je le rappelle, hein, c'est très important, Mohamed Ali, qu'est-ce que tu racontes? Mais voilà, allez, il ne veut pas parler, c'est bizarre ça, sincèrement. Ben oui, à un moment donné, ouais. Non, on veut comprendre le phénomène, c'est pédagogique quand même. Repenti, voilà. Il faut parler. Justement, il faut parler. Voilà, c'est important. Tu es un bon exemple aujourd'hui. Voilà, c'est un bon exemple aujourd'hui. Gloire à Dieu, Mohamed Ali. Oui, voilà. Dis-nous ce que tu as été. Gloire à Dieu, Mohamed Ali. Il en témoignait aussi, il en connaît beaucoup. Bien évidemment. Il faisait partie. Non. Celui qui Daouda Mohamed aussi. Parce que je suis Djiba aussi. Le seul je peux dédouaner, c'est Tamba et Jacques. Parce qu'ils étaient au village à l'époque. Tu connais le verbe caposer? C'est eux qui l'ont inventé. Bien, s'il te plaît. Allez-y, Mohamed Ali. J'étais sur une lancée en fait. Oui. C'est les Tamba qui. Allez-y, Mohamed Ali, Mohamed Mara, voilà. Allez-y. Au début des années 90. Fin 99, début des années 2000. Vous avez vu, j'étais en train de dire que les jeunes, en réalité, ne se sentaient pas utiles, donc ils se regroupaient, ils se demandaient quoi faire. Dans les quartiers, quand vous partez aujourd'hui, vous rencontrez des jeunes, vous verrez que c'était la même chose, Lamine. Vous voyez, pour une question de territoire, pour une question de dignité, pour une question de filles, vous voyez des jeunes se battre pour dire nous sommes les meilleurs à ce niveau, etc. etc. C'est parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. L'école qui devrait donner une alternative n'en donne plus parce que personne n'y croit. Et finalement, c'est au sein même de l'école que les choses s'organisent en réalité. À un moment donné... Djiba l'a rappelé, hein, il faut le rappeler. Oui, voilà. Quoi que l'on dise à un moment donné, il fallait appartenir quand même à un groupe organisé de ce genre pour bénéficier au moins... D'une petite protection peut-être. D'une petite protection en réalité. Et avoir une grosse réputation... pour qu'on te foute la paix, toi et même tes parents, en réalité. En clair. Si tu es identifié... En clair, Mohamed Ali, si on se réfère un petit peu à ton cas, c'est parce que tu voulais pas du tout être influencé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Droit dans les yeux, Mohamed Ali. Droit dans les yeux. Moi, mon cas. Pourquoi mon cas vous intéresse? Non, mais parce que c'est un bon exemple, Mohamed Ali. Non, moi, je suis pas un bon... Je vous dis, ceux qui étaient dans les gangs en ce moment, aujourd'hui, ce sont des bons gars. Il y en a qui sont devenus des ministres. Hein. Je vous assure qu'il y en a qui sont devenus des ministres. D'accord. Il y en a qui sont devenus des ministres. Il y en a qui sont devenus des grands, et je vous dirais, ils sont devenus des grands promoteurs de spectacles en Guinée, des producteurs de musique. Parce que juste après les moments des clans. Et la plupart sont maintenant à l'étranger. Exactement. En France, aux États-Unis. Juste après le moment des grands clans, il y a eu une mutation vers des associations plus pacifiques. On les a appelées des staffs. Au lieu maintenant de passer par la violence, parce qu'après, je pense que les services de sécurité avaient réussi à l'époque de mettre la pression sur les parents, parce que je le disais, à l'époque on était tous dedans un tout petit peu, mais on revenait quand même à la maison et les parents ne savaient pas ce qu'on faisait réellement. D'accord. Donc les services de sécurité ont commencé à mettre la pression sur les parents. On vous envoie en prison, tu fais venir tes parents, ils payent des rançons, ils prennent la garantie que ça va plus se refaire. Nous on a eu des amis qui ont voyagé de cette manière-là, parce que les parents avaient un peu de moyens et puis ils les ont fait voyager. Et ensuite on est passé à... Mais d'où vient la prise de conscience, Mohamed Ali? Non, je vous dis encore une fois, depuis le début, que c'est le sentiment de servir à quelque chose. Et j'étais en train d'expliquer cette petite mutation. Parce qu'après les clans, il y a eu les staffs, ce qu'on appelait les staffs. Les staffs, c'était des associations plus pacifiques qui se regroupaient d'abord pour s'influencer à travers l'habillement. À l'époque, vous avez celui qui s'habillait le mieux et on faisait des concours. Est venue ainsi la promotion des spectacles et des jeunes qui étaient dans des clans ont commencé à organiser des concours entre qui s'habille le mieux dans le quartier et qui danse le mieux et qui rappe le mieux. Il y en a qui ont choisi d'être des rappeurs. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont allés dans ce sens-là. Donc, il y en a qui ont décidé d'être des rappeurs et d'autres qui ont décidé de les accompagner parce que ce sont leurs amis. Les groupes Bunkaya Faya, qui étaient Bunker Family, etc. à l'époque, sont à partir de Kaporo, sont venus de là. C'est pourquoi ils bénéficiaient d'une grosse popularité du côté de Kaporo Rai, de parce qu'ils montraient, parce que les jeunes s'identifiaient un tout petit peu à eux. Donc, lorsque les jeunes ont eu le sentiment de servir à quelque chose de la mine, ils ont cessé les violences. Parce qu'après, ils pouvaient faire de l'argent à travers
des organisations, des spectacles, etc. Il pouvait subvenir à certains besoins. Et ainsi on a... Peut-être ce qu'il demande, c'est un petit peu de considération. Lamine, l'autre jour, j'étais à la T6. En fait, vous allez comprendre le cloisonnement à ce niveau. J'étais à la T8. Je traversais la T8. Les jeunes sont venus en plein 19h. C'était, je pense, le lendemain de la fête, quelque chose comme ça, je pense. En plein 19h, les jeunes sont venus, ils se sont organisés pour barrer la route. Quand ils ont barré la route, les gens sont venus tomber dans ça. Les chauffeurs de voitures, les passagers, tout le monde, on est venus tous tomber dans. Ils ont tout arrêté et ils ont rançonné chacun. Soit tu donnes, ou on te casse ta voiture. À toi de savoir si tu préfères donner 50 000 francs ou si tu préfères aller réparer ta voiture plus tard. Ils ont pris, avant que les forces de sécurité n'arrivent, ils avaient fini de faire ce qu'ils ont fait. Parce que en fait, c'était ça l'objectif. Et c'est comme ça l'organisation a commencé. Vous voyez, ça c'était la T8. Et vous avez vu dans l'explication de Djiba, les jeunes ils se sont organisés pour s'attaquer au spectacle, demander leur cachet. C'est du racket en fait. C'est du racket parce que c'est ce qu'ils ont justement à faire. Moi, pour terminer, surtout il y a des actions qui sont arrivées, je pense, qui ont participé aussi à des prises de conscience. Les gens qui, en ce moment, mon papa s'est un peu baladé partout, donc je suis allé dans beaucoup de préfectures. Mais Pita particulièrement, j'ai perdu un ami. C'est là où je vais rappeler. Ceux qui, en 2005, l'ont connu, savent qu'il s'appelait Suleiman Ba. Et il s'appelait, on le surnommait William Farrell. William Farrell, comme le chanteur, en fait. C'est comme ça on l'appelait. En fait, c'était un jeune modèle qui n'était pas affilié à quelque clan ou staff que cela soit. À peine. Parce que tout le monde voulait qu'il soit avec nous. Le jeune, il avait sa maman qui était vendeuse de condiments au marché. Lui, il partait à l'école le matin. Quand il quitte l'école à midi, il vient voir sa maman, il prend les condiments, il rentre à la maison, il fait la cuisine pour ses frères et sœurs. Et après, il prend le Coran, il va à la lecture. Et le soir, il s'habille, il sort. Il était d'une popularité extraordinaire. Il avait un grand frère qui s'appelait Paté, qu'on appelait Mastapi, etc. Et ainsi de suite. Lui, il est décédé dans des conditions qui me font verser de larmes aujourd'hui encore. C'était une nuit, les gens se souviendront. Et ceux qui l'ont fait, c'était aussi des amis à nous. Il y avait des groupes, il y avait deux groupes, il y avait des clans. À l'époque, ce n'était même plus les clans, c'était des staffs. Tu t'habilles bien, vous partez en boîte et vous décidez de draguer une fille. Les conditions dans lesquelles il est décédé, jusqu'à présent, ça me fait réfléchir. Et à partir de là, tu ne souhaiterais même plus que ton enfant puisse appartenir à ce monde-là. D'accord. Et donc, si cela... La prise de conscience est venue là. Ça fait peur en réalité. Dans ton cas. Et je pense que ceux qui étaient dans des clans détiennent aujourd'hui des partis politiques. Ils peuvent jouer ce rôle parce qu'ils savent les codes, ils savent comment ça marche. Mais le chômage... Le chômage, le manque de ressources, les grandes gueules d'encadrement favorise cette insécurité. Bien, Mohamed Ali, évidemment, les grandes gueules en vrai. Ce matin, allez-y, Djiba. Alors, je vous l'ai dit à l'entente de mon propos que moi j'ai grandi à Cap-Orail. Et parfois, vous savez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer un peu ce qui se passe. Sauf que les époques ne sont plus les mêmes. Ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave parce qu'on participe de plus en plus à la déliquescence du service public. Alors qu'en 2000, 2003, 2004, plus ou moins, il y avait quand même des fondamentaux qui étaient là, sur lesquels l'État pouvait s'appuyer. Et nous, par exemple, vous pouvez naître dans une famille qui est très structurée. Vous ne sortez pas. Vous quittez l'école comme il a dit. Vous venez le matin, vous faites la sieste. Grandes gueules. Ensuite, vous révisez. La nuit, vous ne sortez pas. Mais c'est comme un fait social. Ça s'impose. En fait, il n'y avait pas de profil type. Il n'y avait pas de profil type. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous êtes obligé d'appartenir à un groupe. Je vois. À un clan. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est pour votre protection. Parce que vous dites que je pars dans un établissement étudié où il y a des groupes de clans. Et si un jour, je croise un peu le faire avec un jeune dans un établissement, il me faut une protection. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le quartier où tu vis, il te faut une protection. Donc, tu es en fait sous la responsabilité parentale, mais également, il y a une autre figure tutélaire qui est au-dessus, qui est le leader du clan et son prolongement. Donc, les gens adhéraient au clan pas parce qu'ils étaient violents, mais c'est parce qu'ils cherchaient une protection. Il y avait ce facteur-là. Il y en avait qui venaient à cause de la protection. Il y en a aussi qui venaient parce que c'était l'actualité. Si tu veux avoir la plus belle fille du quartier, tu veux avoir du succès auprès des femmes, une fille tout court d'ailleurs, il faut que tu aies cette image de virilité d'un homme fort qui n'a pas peur de la mort, parce que quand tu appartiens à un clan,
Et déjà, on te voit comme un surhumain hors norme. Tu n'avais pas besoin de caposer. Justement, on dit... Voilà, et les femmes aussi, j'ai l'impression, aimaient ça. Donc, le succès auprès des femmes, et il fallait appartenir à un clan. Il y avait ce facteur-là aussi. Et ensuite, il y avait aussi le fait que tu as un grand frère qui adhère. Et tout de suite, les grands frères, il y a des paliers. Les grands frères créent des structures qui sont en bas. Pour dire, ce sont nos petits frères. On vous donne un autre nom. Par exemple, Blood, vous pouvez avoir Ona. Vous avez Scorpion Rouge, vous pouvez avoir Public Défense. Ouais. Vous avez Bunkaya. C'était Scorpion Rouge, il faut le rappeler. Oui, voilà. Bon, dans la zone de Dar es Salaam et tout. Ouais. Donc voilà un peu Tampon Rouge. Mon médaille c'est Tampon Rouge. Voilà, rouge. Ça, ouais. Voilà un peu. Moi personnellement, oui. j'ai été biberonné quand même à Bunkaya Faya, parce que Bunkaya Faya c'était pas pratiquement un clan. Ouais. Il était un peu hybride. C'était un groupe de chants et qui nous représentait. Parce que cette zone-là, il y a eu les démolitions sous Comté. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé. Donc, quelque chose a vu jour. Il y a une frustration. Donc, il fallait véhiculer cette frustration à travers la musique. Et nous tous, c'était nos stars, nos grands frères. On s'identifiait à Bunkaya Faya. Dans les chansons Raika Poro, par exemple, quand moi j'écoute ça, ça me plonge dans mon enfance et de l'injustice qu'on a subie dans cette zone-là. Donc c'était vraiment nos porte-flambeaux. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est purement du banditisme pur et dur, de la criminalité. À l'époque, les gens étaient organisés, mieux structurés. Ça fait qu'il faut que l'État, maintenant là, prenne ses responsabilités pour essayer de circonscrire ce qui est en train de se passer. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, il y aura l'effet boomerang, malheureusement, pour le pays. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Chaque soir, aujourd'hui, cette zone-là, vous avez du mal à circuler. Vous venez à 20h, vous êtes obligé de rebrousser chemin, répartir sur 36 et remonter vers l'autoroute. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'embouteillages, même à 23h sur la route, c'est un peu compliqué. Allez-y, Mohamed Mara, pour essayer de comprendre évidemment ce phénomène. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 2 morts quand même, quoi qu'on dise, hier. Moi, je pense que c'est probablement l'une de nos meilleures émissions de la saison. Nous ne sommes pas simplement que dans l'analyse holistique des faits, mais on a des témoignages, même pas pris ailleurs. Il y a du vécu. Et moi, je remercie quand même les collègues qui acceptent... Non. Les grandes gueules. C'est pas du tout rigolo. Moi, je remercie les collègues qui acceptent comme ça de livrer... Non, mais tu ne peux pas laisser ça passer quand même. C'est pas passé au micro. Allez, t'as piégé là. Tu connais Tamba. Voilà. Pardon, Mohamed Ali, s'il te plaît. Voilà, on va aider les auditeurs à la meilleure compréhension. La pédagogie. Tamba. Allez-y. Je peux parler de Kissidougou, hein? Les grandes gueules. Toi. Allez-y, mon cher Mara. Voilà. Lamine, tu peux le gérer un peu pour nous? Je sais. Voilà. Allez-y. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, c'est terrible, quoi. Je disais que on a des témoignages. Et je pense que les pouvoirs publics doivent écouter. Quand on dit médias, les gens... Nous ne sommes pas là simplement que pour leur dire vous faites mal. On est là aussi pour diagnostiquer, pour aider à comprendre les phénomènes et attirer leur attention sur certains faits. Les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. La même. Vous parlez, Diba a pris le phénomène un peu même, je dirais, en aval. Parce qu'en amont, les casses même de Kapororaï sont partis. Il ne faut pas l'oublier, de violence de jeunes. C'était une réponse, certes, disproportionnée à l'époque de l'État sur ordre du général Comté. Mais c'est parti, je ne vais pas rappeler l'incident, mais c'est parti d'une véritable tragédie. Mais toujours encore, du comportement des bandes de jeunes. Et il est important de revenir là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde le phénomène de ces gangs chez nous, ils ont tous des points communs. Est-ce qu'on ne peut pas encore retrouver le même terreau fertile, notamment la pauvreté et l'exclusion sociale? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui dans beaucoup de quartiers ou pas? Oui, quand vous prenez la commune de Matam, c'est même une erreur. La chance qu'on a, peut-être eux, ils étaient dans la commune de Ratoma. Mais Matam a ses réalités. Mais bien sûr. Matam a ses réalités, vous le savez. Et Bonfi et Gbessia ont leur réalité. Tant qu'il y aura le terreau fertile de la pauvreté et de l'exclusion sociale, il faudra s'inquiéter. Et il y a même un risque. Il y a un risque encore plus grave que tout ça. Tu te rappelles de notre rencontre, de nos discussions à l'époque avec l'ancien directeur général de la police, commissaire Bangali Kourouma.
Tu te rappelles des arrestations ici, vers la cantine et ainsi de suite, d'une quarantaine de jeunes et de ce que ça avait révélé. Ils nous ont appris clairement, on a appris en fouillant, qu'il y avait des cellules dormantes terroristes déjà dans les mêmes quartiers. En fait, il y a des phénomènes de criminalité qui commencent à se superposer. Les grandes gueules. Et souvent, les raisons qui amènent les jeunes à ces types de comportements sont souvent les mêmes raisons qui rendent le territoire fertile à l'installation de groupuscules extrémistes terroristes. Donc, il faut faire très attention à ce phénomène. Ça, c'est un. Je parlais d'exclusion. On a crié ici pendant des années que l'État était absent de l'axe. Ok, avec le temps, ça a commencé à se corriger un peu. Si vous vous rappelez, lorsque les manifestations violentes ont cessé sur l'axe pendant à peu près 2 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les immeubles vides qu'il y avait le long de l'autoroute Le Prince, moi j'y ai habité pendant 10 ans, les gens ont commencé à occuper les boutiques. Vous avez remarqué, la vie a commencé à revenir. Parce que l'État avait commencé à comprendre les discours des médias. Je me rappelle, Feu Kaokare a commencé à récupérer même des écoles privées, les racheter pour certains ou louer d'autres pour aider les jeunes à aller à l'école. Attention, le décrochage scolaire est également un autre facteur qui vient nourrir ce type de délinquance qui va aboutir tôt ou tard à une criminalité multiforme. Les jeunes décrochent parce que leurs écoles parfois sont très loin, ils n'ont même pas de transport pour aller dans ces écoles-là. Et vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Lamine, quand nous on allait à l'école, on commençait à aller à l'école très tôt, dans les années 89, 10, 11, qu'est-ce qui se passait souvent? Les meilleurs écoliers ou les meilleurs collégiens et lycéens du pays étaient dans les écoles publiques. Vous vous souvenez de ça? La pyramide a été renversée. Maintenant, les meilleurs, parce que les parents les retirent et je l'ai dit ici une fois, j'ai dit je défiais, avant que l'ancien gouvernement ne parte, que je défiais le gouvernement. Je voulais voir un seul ministre de la République dont un seul enfant allait dans une école publique. On a inversé la tendance. C'est comme si l'État, lui, ne pouvait pas contribuer à éduquer nos jeunes. Il y a manque de salles de classe. Il y a, comment on appelle ça, les programmes de soutien ne sont pas là. Donc, les jeunes sont en échec scolaire. Ça, c'est une des causes fondamentales. L'autre cause, c'est Djiba qui l'a révélé d'une manière, mais on ne peut plus éloquente. Le désir, tu as dit, mais c'est des adolescents, ceux-là qu'on voit. C'est vrai. Parce qu'à cet âge, on cherche véritablement son identité. C'est vrai. On cherche son identité. Et il a dit, des grands frères sont des modèles des petits frères. Il les regarde. Le jeune, à cet âge-là, cherche à s'identifier à quelqu'un. Si ton papa est pasteur ou imam, à cet âge-là, tu commences aussi à vouloir réfléchir, peut-être même tu penses lui ressembler en devenant un peu comme lui. Les grandes gueules. À cet âge-là, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire de la vie, mais on se cherche. Et quels sont les modèles en ce moment qu'on va présenter à nos jeunes? C'est là le rôle des médias. C'est là le rôle comment on appelle ça, des médias sociaux, et c'est là le rôle du cinéma. Les médias ont envahi, quand je dis médias, je ne parle pas de presse, je dis médias, ont envahi aujourd'hui notre existence d'une manière encore plus accrue qu'à l'époque. À l'époque, rares étaient les jeunes qui avaient un poste radio, qui écoutaient un poste radio. Aujourd'hui, toutes les cultures, qu'elles soient bonnes ou de violence, d'ailleurs, nos jeunes y ont accès dans le secret même de leur chambre. Ce que j'ai vu par exemple hier à Marseille, je te jure Lamine, je pensais que cela n'existait que dans les films. C'est ce que je croyais. Mais vous pensez qu'on est à l'abri de cela? Mais non, pas du tout. À cette allure, vous croyez qu'on est à l'abri de cela? Pas du tout. Vous croyez qu'on est à l'abri? Non, mais le 4 novembre d'ailleurs, on a vu quelque chose. Groupe bien organisé qui vient quand même. La prison la plus sécurisée de notre pays. Ils ont opéré, ils ont mis des gars dehors. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut y penser. Notamment à l'influence des médias. Au lieu de nous brouiller un jour comme ça, il aurait été important de nous mettre à contribution. Et la riposte doit être multiforme. Je refuse la solution, il a dit, de tout militaire. La solution n'y est pas. Il faut, parce que regarde le profil même des jeunes souvent qui y sont impliqués. Tout le monde ne vient pas d'une famille forcément où l'encadrement est serré. La plupart du temps, dans les familles extrêmement pauvres, certes, il y a la recherche de la dignité, mais souvent les parents sont dehors la plupart du temps. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on fait? Et même dans une structure familiale où il y a beaucoup de violence,
il y a beaucoup de chances que les jeunes eux-mêmes deviennent. Ça, c'est sans compter l'exode. Justement. L'exode, aujourd'hui, il y a plus de jeunes, d'adolescents dans les villages. Absolument. On se lève le matin et je vais à Conakry. Il y a la culture urbaine. Il y a une culture urbaine qui est en train de gagner complètement toute notre société. Et sans oublier qu'aujourd'hui, les jeunes voyagent. Certains quittent ici, ils vont ailleurs, ils reviennent, ils racontent leurs expériences. Il y a l'échec de la réinsertion de ceux qui font la prison. Quand ils sortent, parce qu'il y a un échec à ce niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils démultiplient leur expérience. C'est pourquoi souvent, tu as l'impression que ce sont les mêmes qui vont en prison. Généralement, quand un jeune a fait la prison pour délinquance juvénile, si tu observes, il y retournera au moins une autre fois de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a raté la réinsertion. Donc, c'est à tous les niveaux. Affaires sociales, tribunal pour enfants, et justice, ministère de la jeunesse, Lamine, le ministère de la santé. Lamine, il y a un phénomène qu'on néglige. La dernière fois, j'en discutais avec Sidji, je crois que c'était samedi. Une des thématiques justement de la demi-finale du concours On Slash, c'était de parler de la dépression chez les jeunes. Voici des phénomènes dont on ne parle pas. Nous sommes dans une société fondamentalement dépressive. Vous ne vous rendez pas compte, même les adultes, le stress du quotidien, beaucoup de choses. Dites-moi, est-ce qu'il y a dans notre société aujourd'hui des psychologues qui peuvent, ou qui sont dans un milieu scolaire, en tout cas, qui peuvent repérer les jeunes à risque, qui peuvent les accompagner, qui peuvent les encadrer. L'école, c'est limité à quoi? L'école n'éduque plus. L'école maintenant enseigne et forme, mais l'école n'éduque plus dans notre pays. C'est avant qu'on pouvait parler de l'éducation. Aujourd'hui, l'école n'éduque plus. Or, on est dans une société, je vais terminer là-dessus, Lamine, où chacun de nous sort le matin pour chercher à gagner le repas du jour, mais même mieux, pour chercher à préparer, comme on dit, l'avenir des enfants. Mais souvent, le fait d'être dehors nous empêche de préparer nos propres enfants pour l'avenir. Les enfants, seuls, à travers Internet, à travers le cinéma, à travers les influences de beaucoup de jeunes livrés à la toxicomanie, parce que ça, c'est l'autre gros problème lié à cette délinquance, tous ces jeunes-là, et les enfants, c'est comme une éponge. Quand vous les mettez dans un milieu, ils absorbent tout. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Et je dis encore une fois pour terminer là-dessus, il y a une riposte, une réponse, j'ai envie de dire, multiforme et plus réfléchie que la gâchette. Voilà, c'est bien dit, Mohamed Mara. Allez-y, en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes, rapidement, parce que les réflexions sont quand même très bonnes de l'origine, de la compréhension du phénomène, tout ça. Mais il y a quand même une actualité autour de ce phénomène aujourd'hui et qui oblige quand même à sécuriser des populations. Il s'agit là de civils qui sont dans des quartiers et qui peuvent, n'est-ce pas, être des victimes de gangs. Et en ce moment, il faut absolument que dans l'immédiat, il y ait, n'est-ce pas, des postes avancés, en tout cas dans ces zones, pour pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser les gens sur le terrain. En même temps, évidemment, on a des solutions parallèles qui consistent, bien entendu, à investir dans le social, plus d'éducateurs que de postes, j'ai envie de dire. Parce que vous n'allez pas dire une chose et son contraire. Il le disait tout à l'heure, n'est pas tout militarisé. Chacun a des solutions multiformes. C'est ce que je dis, voilà. Vous ne pouvez pas dire en attendant que les pères éducateurs... Est-ce que c'est en mettant les PA sur l'axe que la violence... Lamine, écoute. Non, j'écoute justement. C'est ce que je sais faire, justement. Voilà. La présence d'un PA n'est pas forcément l'utilisation d'une arme. L'utilisation d'une arme. Ce n'est même pas la mission des PA. C'est pour dissuader peut-être. Les postes avancés de l'armée, c'est pas leur rôle. Allez-y, Jacques. La gendarmerie et la police, à la limite. Allez-y, Jacques. Je vais terminer. Allez-y, Jacques. Allez-y, mon grand. J'ai dit, il y a eu déjà de bonnes réflexions ici et qui ont proposé des solutions. Je crois que je souscris à toutes ces solutions. Donc les solutions multiformes. Mais dans l'immédiat, il y a quand même le risque que des citoyens d'une commune comme Kagbele soient, n'est-ce pas, victimes de ces gangs. Est-ce qu'il faut attendre que des solutions pacifiques apportent leurs solutions avant qu'on ne sécurise les populations? Je ne crois que non. Donc il faut rappelons que la gendarmerie a été brûlée récemment. Il faut mettre sur place des postes avancés dans des zones des zones à risque. Il y a quelques semaines à peine. Éviter justement d'enregistrer des morts comme on a commencé à les enregistrer. Et il faut surtout prévenir parce que si ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'ils agissent sur leur propre initiative. Microbe 250. Alors, s'ils sont recrutés, donc si les gens s'intéressent à eux, rage chronique, veulent les utiliser pour comme ça révoquer. Je crois que ça devient c'est Oumi qui me donne l'info. Très ingénieux. Parce qu'en ce moment, rage chronique. Parce qu'en ce moment,
ils auront des moyens d'action. Aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens d'action. C'est leur propre initiative, ils se lèvent et ils n'ont que des gourdins et peut-être des cailloux pour agir. Ou des couteaux. Mais lorsque les gens s'intéressent à eux, les gens qui veulent faire du mal, alors là, on va leur doter de moyens et en ce moment, ça deviendra ingérable. C'est pourquoi il faut, bien entendu, apporter des solutions maintenant. Voilà, bien dit, hein, mon cher Jacques Léoalino. Allô, vous restez avec nous sur Espace. L'émission continue. Mais non, mais attendez, qu'est-ce que tu racontes? Rage Chronique? On apprend que tu as fait partie de Rage Chronique. Moi qui sévissait de Kamsar à Bokeh. Mais l'info a été donnée par Oumi à moitié, mais c'est le jeune frère Djiba qui connaît bien le phénomène qui vient de le confirmer que tu faisais partie de Rage Chronique. Ceux qui me connaissent un peu mon passé. Je n'ai jamais fait partie d'un gang. Là, les GG, c'est des anciens gangsters et des rebelles. Allez, vous restez avec nous parce que Tamba était un rebelle du côté de Keketou. Ah non. Ouais, mais Lamine, dans ce studio, tu ne vois pas des comportements d'enfants rebelles, tu ne vois pas les comportements d'anciens. Tu vois, non? Ici, c'est pourquoi personne ne se drogue ici. Parce qu'en réalité, on a. Voilà quoi. Dans le quartier, voilà, les têtes étaient déjà enfumées. Il y a déjà un dépôt. Il y a un dépôt, rien que dans l'air du quartier. Comment t'appelles le gang de Bokeh? Rage Chronique. Rage Chronique. Allez, vous restez avec nous sur Espace.